Bienvenue sur Fashion Green Podcast, le podcast des entreprises engagées pour une filière mode, textile, sport et luxe plus durable. Pendant 2 jours, à Lyon, les Fashion Tech Days ont rassemblé des experts, marques, institutions et startups autour de la thématique « Performance durable, comment allier performance et baisse d'impact ». Un événement conçu pour découvrir et comprendre comment l'utilisation des technologies peut renforcer les pratiques éthiques et durables de la filière textile afin d'offrir des perspectives nouvelles et innovantes pour l'avenir de la filière. Bonne écoute! Donc l'idée, voilà, c'est de faire cette table ronde, un petit échange autour du low-tech, de l'high-tech et comment allier ces deux points via le rétrofit. Alors, ne stressez pas, je vais prendre un petit moment pour vous expliquer ce que sont les high-tech. Je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Les low-tech et le rétrofit, je prendrai un petit moment pour vous expliquer ce que c'est. Et je vais d'abord, avant de rentrer là-dedans, je vais laisser la parole aux invités de la table ronde pour qu'ils se présentent et qu'ils présentent leur activité à tour de rôle. Donc, Amélie. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Amélie. Je suis chef de projet RSE et communication institutionnelle au groupe Éminence, qui est un groupe leader dans le sous-vêtement masculin, avec notamment les marques Éminence et Athéna. Et on a également des licences de distribution sur Adidas, Polo Ralph Lauren, Elle et Wilson. Et on fabrique également pour les marchés publics et en marque blanche, notamment pour le slip français. Bonjour, moi je suis David d'Alliance Machine Textile, constructeur français de machines de teinture. Notre credo, c'est la machine éco-efficiente pour diminuer au maximum notre impact environnemental, enfin l'impact environnemental de nos clients en ennoblissement et en teinture en particulier. On est basé à Lyon depuis 30 ans et on aura l'occasion donc de parler de ce sujet avec beaucoup d'intérêt. Bonjour, moi je m'appelle Julien Faure, je dirige une entreprise familiale qui porte ce nom-là, mais ce n'était pas le mien. Voilà, depuis 1864, nous existons à côté de Saint-Étienne et nous sommes spécialisés dans le ruban, notamment ruban jacquard, à différents usages, c'est assez varié, on va dire. Nous sommes entreprise labellisée en entreprise du patrimoine vivant et on essaye de faire vivre 45 personnes. Voilà. Merci pour cette rapide présentation. Donc je vais prendre maintenant un petit peu le temps de vous expliquer ce que sont les low-tech. Alors, on avait un invité qui, pour des raisons de santé, n'a pas pu être là, qui s'appelait Biwix, qui est beaucoup plus calé que moi sur cette thématique-là. Je vais essayer quand même de vous faire un petit topo sur ce que sont les low-tech, parce que c'est des termes qui font un peu peur. Low-tech, il y a le terme bas, par opposition au high-tech. Quand je dis qu'est-ce que c'est revenir à la chandelle, à la bougie. C'est pas vraiment ça, en fait, les technologies low-tech. C'est plutôt quelque chose qui est techno-critique, qui n'est pas en opposition au high-tech, et qui en fait est apparu ce concept de low-tech, parce qu'en fait on se heurte aujourd'hui à 3 impasses. La première impasse, c'est une impasse sur les ressources. Je ne vais pas faire un laïus complet là-dessus, mais on voit très bien qu'aujourd'hui on a de moins en moins de ressources, que les ressources ne sont pas inépuisables, malgré ce qu'on peut entendre, et qu'il faut trouver aujourd'hui des moyens de pouvoir mieux ou moins consommer ces ressources-là. La deuxième impasse, c'est une impasse en termes de pollution. On voit très bien aujourd'hui que la pollution est croissante, quel que soit le type de pollution, la pollution des eaux, la pollution de l'air. Toutes ces pollutions ne font que croître. Je ne sais pas si on classe le CO2 dans les pollutions, mais en tout cas dans les émissions à impact. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui qu'on arrive aussi dans une impasse sur ces éléments-là. Et la troisième impasse, c'est ce qu'on va appeler l'impasse de consommation d'espace. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'espace. Enfin, il y a encore beaucoup d'espace, mais si on veut préserver toute une série, la biodiversité, nos espaces verts, etc., on voit qu'on arrive aujourd'hui à une limite, à une contrainte très forte à ce niveau-là. Et ces trois impasses, ce qu'on voit également, c'est que la high-tech, à part dans des domaines très spécifiques, notamment le médical, la high-tech, c'est un petit peu une façon de toujours courir après ce manque. Dans certains domaines, les high-tech se sont développés parce qu'on avait de moins en moins de certaines matières. Donc vite, développons quelque chose pour aller en chercher d'autres, ou des plus compliqués à aller chercher, ou des nouvelles, pour aller manger ce qu'on n'a pas encore mangé. Donc il y a vraiment cette course permanente. On parlait hier, où ça a été un grand sujet, le recyclage. Toutes les technologies high-tech autour du recyclage, c'est juste fuir le fait qu'à un moment donné, il faut quand même arrêter de trop consommer et de vendre. Donc vraiment, cette notion de low-tech, c'est de dire, voilà, les high-tech, c'est bien, ça a été une fuite en avant,
est-ce qu'il n'y a pas une façon, en intégrant et en comprenant mieux les besoins, donc c'est vraiment de réfléchir à cette notion de besoin. Quels sont les vrais besoins autour des innovations et des solutions qu'on veut mettre sur le marché aujourd'hui. Donc en fait, la low-tech, c'est quoi? C'est la mise en œuvre de technologies simples, peu coûteuses, faciles à réparer, faciles à maintenir, et qui font appel à des technologies ou des moyens existants ou simples. Alors, la caricature, c'est le four solaire, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment aller chercher, dans ce qui existe, dans les technologies qui existent, qu'est-ce qui serait utilisable aujourd'hui de façon simple pour pouvoir satisfaire aux vrais besoins, et pas les besoins qu'on se crée pour le plaisir de se créer des besoins. Et le rétrofit là-dedans, le rétrofit, en fait, pourquoi on dit qu'il allie le low-tech et le high-tech? Parce que c'est une solution pour améliorer, pour ramener sur les vrais besoins des machines déjà existantes. Alors, le rétrofit le plus connu aujourd'hui, et quand vous tapez rétrofit définition sur Internet, chose que j'ai faite, vous tombez dans 90 pages sur 100 sur le rétrofit automobile. C'est l'exemple de comment faire en sorte que ma voiture, qui était essence ou gazole, devienne une voiture électrique ou devienne une voiture qui fonctionne au biogaz ou au bioéthanol, à tout ce que vous voulez. Donc le rétrofit, c'est vraiment de partir de quelque chose et se dire comment j'adapte ce quelque chose sur des besoins qui sont les vrais besoins d'aujourd'hui et si possible avec un impact positif, pas tout le temps, mais au moins neutre, sur les impacts que je vous ai parlé, la pollution, les ressources et l'espace. Donc voilà, pour essayer de placer, alors j'espère que j'étais à peu près compréhensible, ce qu'on appelle des low-tech. C'est vraiment pas une opposition au high-tech, c'est un complément au high-tech utile, voilà, pour le faire simple. Bon, je ne parle pas aussi bien que Philippe Biwix s'il avait fait, mais voilà. Donc l'idée maintenant, c'est de pouvoir essayer, au travers 3 exemples différents, de voir un petit peu comment cet esprit du rétrofit s'applique dans les industries textiles aujourd'hui. Donc on va commencer par Éminence, qui va nous parler d'exemples autour de machines de coupe et de travaux qui ont été faits autour de ce type de machine. Oui, tout à fait. Alors nous, pour le coup, notre besoin initial, c'était surtout de regagner en qualité, notamment sur une typologie de produits qui étaient nos t-shirts. Et donc, pour ça, on avait des machines. Alors, on a une filiale italienne qui s'appelle Layabel, qui avait une machine de coupe par emporte-pièce. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu la diversité des machines de coupe, il y en a plusieurs typologies. La machine par emporte-pièce, c'est comme les instruments de cuisine. Voilà, c'est le même petit emporte-pièce qui va venir découper le tissu, donc il va venir presser pour découper le tissu. Et on avait cette possibilité de la ramener. Alors, pourquoi on l'a choisi par rapport à l'achat d'une nouvelle machine qui aurait pu être un cutter automatique ou qui aurait pu être autre chose? C'est notamment donc pour sa fiabilité et la qualité qu'elle apportait à nos produits. En fait, on s'est rendu compte qu'elle avait une précision qui était millimétrique. Et ça joue beaucoup pour nous, parce que sur les autres machines de coupe, on avait une perte en termes de qualité, parce que les matelas du coup, de tissus qui sont superposés les uns aux autres peuvent bouger quand ils ne sont pas bien calés. Et surtout, ça demande aussi une autre machine, puisque la machine de coupe par emporte-pièce évite l'opération de dossage. Le dossage, c'est vraiment quand on a une espèce de baguette en bois et on vient vraiment manuellement tasser le tissu, attendre qu'il repose, parce que la maille, du coup, bouge beaucoup. Donc, on a fait ce choix-là de la ramener en France, donc de ramener un savoir-faire qui était disparu. La machine, elle date de 1995. Donc c'était une technologie disparue, il n'y avait plus du tout d'emporte-pièce qui se faisait en France. Donc en plus de la machine, on a récupéré des savoir-faire. Donc on a répondu à notre besoin de qualité, on a augmenté notre capacité de coupe, donc on a créé des emplois, on a restauré des savoir-faire et on a surtout économisé beaucoup d'argent, parce que je crois que réadapter cette machine, ça a coûté en tout et pour tout à peu près 11 400 €, je crois, avec les déplacements, les hôtels, alors qu'une machine de coupe neuve aurait coûté 120 000 € facilement. Donc voilà, c'était vraiment un projet gagnant sur plein de plans.
Et donc voilà, et alors pour moi évidemment en partie RSE, au-delà d'éviter que la coupe parte en Italie puis revienne, puisque en fait le groupe Éminence est intégré, donc on a déjà nos machines de tricotage et notre atelier de confection, donc ça faisait des allers-retours inutiles, et surtout que la machine de coupe par emporte-pièce évite d'avoir le patronage Lectra mis à plat sur le tissu et évite aussi la couche de plastique qui vient bloquer sur, par exemple, les cutters automatiques, le tissu au tapis. Donc déjà, ça faisait en sortie de coupe 2 typologies de déchets en moins. Mon tissu, quand il sort du tapis de coupe de la machine en porte-pièce, c'est un déchet noble, on va dire ça comme ça. Il peut plus facilement être isolé et donc partir en filière de recyclage. Donc vraiment, il y avait quasiment que des points positifs. J'ai d'ailleurs pas de points négatifs à soulever là-dessus. Surtout que voilà, on a donc embauché 5 personnes qui s'occupent maintenant de la coupe. On a augmenté donc notre capacité d'1 million de pièces par an. Donc c'est aussi relocaliser une partie de la coupe qui était du coup décentralisée en Italie. Merci pour cet exemple sans aspect négatif. C'est ça. Je vais laisser la parole à David pour nous expliquer un petit peu effectivement autour des machines d'ennoblissement. Qu'est-ce qui a été mis en place au niveau du rétrofit ? Chez Alliance, on fait du rétrofit depuis la création de la société, depuis 30 ans. Une des raisons pour lesquelles mes prédécesseurs avaient développé cette activité, c'est que nous sommes propriétaires des marques Bene, Durand et CBS, qui étaient les grands constructeurs français de l'époque. Et lorsque ICBT a été démantelé, Alliance a racheté les marques. Et donc on a le savoir-faire, les plans et toutes les références, les articles de ces machines, avec un parc qui est assez significatif, puisque dans les années 80 jusqu'à 2000, c'était des marques soit commercialisées Bene Durand, soit ICBT. Il y a un parc machine qui est assez établi, plus après derrière les machines Alliance Machine Textile depuis 30 ans. Et il se trouve que, comme il y avait assez peu d'évolution dans le procédé de teinture, le constat était que finalement, plutôt que de fabriquer une machine neuve pour faire la même chose, autant saisir les opportunités de marché à un moment donné où il y avait plus de défaillances. On rachetait les vieilles machines, on les stockait chez nous, et puis quand un client voulait une machine, on était capable de la rénover pour lui donner une machine à un coût qui soit de l'ordre de 50 à 70% du prix d'une machine neuve. Il y avait en plus une vertu, c'est qu'on économisait les tonnes de CO2 de l'inox. C'est des machines, c'est des équipements sous pression qui mobilisent de l'inox, plusieurs tonnes d'inox, qui génèrent en moyenne 5 tonnes de CO2. Donc il y avait un gain financier pour le client, il y avait un gain de rentabilité pour Alliance Machine Textile et des tonnes de CO2 économisées. Il se trouve que le marché textile évolue, que les machines sont de plus en plus précieuses, qu'avec l'inflation et les augmentations de prix depuis la sortie de Covid, les machines sont à des prix encore plus exorbitants, très chers. Une machine de teinture, ça peut coûter entre 150 et 300 000 euros. Que l'accès au financement, c'est un sujet. Et donc, pour continuer à faire de l'activité, avec de moins en moins de défaillances, et on souhaite que ça continue, de moins en moins de machines disponibles, on est allé plus loin dans la logique du rétrofit et on a créé un service qui s'appelle Jouvence, qui a pour vocation non plus de vendre une machine rétrofitée, mais d'aller auditer une machine que l'on connaît, une Bene, une Durand, une CBS ou une Alliance, qui ont 20, 30 ans en général, de se mettre d'accord sur un périmètre de rétrofit, pour lui adjoindre en low-tech une durée de vie complémentaire. On est capable de chemiser la machine si elle est piquée, on va lui changer l'ensemble des composants qui le nécessitent. On va également pouvoir, en particulier sur des machines Durand, des autoclaves plein bain, les transformer dans notre machine Rotora, c'est-à-dire lui donner la valeur ajoutée de l'écoefficience de nos machines qu'on a développée après le savoir-faire Durand, qui permet non seulement de transformer sa machine et d'avoir un coût qui est de l'ordre de 30 à 50% d'une machine neuve, mais de bénéficier des évolutions technologiques qui vont permettre, au-delà de l'armoire électrique et de l'automatisme, de retrouver les bénéfices environnementaux qu'on a développés depuis qu'il avait acheté sa machine, qui a parfois, là je suis sur un dossier de 57 ans, c'est la machine la plus vieille que je connaisse qui soit en production, et donc j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour finaliser un dossier Jouvence, et donc c'est vraiment un projet clé en main. On va chez notre client. On a démarré ce service l'année passée pour nos clients français. On est en train de le déployer au niveau européen. On va chez notre client.
on démonte la machine, on la ramène chez nous, on a préalablement acheté l'ensemble des pièces et des composants qui sont convenus, on désosse sa machine, on la lui remonte, on la lui réinstalle, on lui fait souvent un dossier de modification notable, parce que c'est un équipement soumis à la directive des équipements sous pression, et donc avec la machine, il récupère un classeur épais comme ça, avec toute la traçabilité des pièces et des modifications mécaniques qui ont impacté le pressure vessel, c'est la cuve sous pression, de telle façon à ce qu'ensuite il puisse recontinuer à faire ses décennales, etc. Et donc le bilan, c'est que pour des coûts de l'ordre de 30 à 50% pour le client, sa vieille machine qui parfois était inutilisable parce qu'elle était piquée, ou qui n'était pas à l'attendu en termes d'efficience environnementale, récupère une nouvelle machine. On est capable de la lui rendre dans un état où si je lui dis pas, il croit qu'elle est neuve. On a développé, en partenariat avec des sous-traitants lyonnais, des technologies pour restaurer l'état de surface de l'inox. On a présenté ça à Milan au Salon mondial des constructeurs de machines textiles. Et les clients étaient ils disaient comme des fous, vous pouvez faire ça sur ma machine. Vous avez quoi? Vous avez une TIS, vous avez une MCS? Ah ben non, je ne sais pas faire. Donc on le fait exclusivement sur nos machines. Et pour un industriel qui a un parc machine vieux, qui a une logique de développement, de faire venir les marques, de lui montrer qu'il a un parc machine qui évolue, à partir d'une vieille machine dans son jus qui a 40 ans, on est capable de lui faire une petite jeune qui est repartie pour 20 prochaines années et à un coût intéressant. Et donc, pas de négatif non plus? Non. Non. Merci David. Et sans pas, chez Julien Faure, le rétrofit a été vu également comme une façon de conserver les savoir-faire, de travailler autour de cette thématique-là. Oui, je dirais qu'en fait, on n'a pas vraiment eu le choix. Donc, il faut que je revienne un petit peu en arrière. Pardon. Sur l'histoire, quelque part, de l'industrie textile, au moins lyonnaise, qui était organisée pendant des siècles avec des ateliers d'artisans qui travaillaient chez eux avec leurs propres machines et pour des soyeux lyonnais ou des soyeux stéphanois qui faisaient la conception, la création et la commercialisation des produits. Donc ça a fonctionné comme ça pendant très très longtemps. Et à la sortie de la guerre, il y a eu de plus en plus d'automatisation de ces machines. Il fallait gagner des gains de productivité déjà. C'est devenu assez fort dans la soierie, dans le tissu large. Dans le ruban, ça ne s'est déclaré que dans les années 70, avec une rupture technologique vraiment phénoménale, c'est-à-dire que grosso modo, la vitesse de tissage a été multipliée par 10. En plus, en enlevant une opération annexe à la production qui s'appelle le cannetage. Donc, le rendement des machines nouvelles était bien supérieur. Nous, à l'époque, on a essayé d'investir on a acheté ces nouvelles machines, mais on s'est aperçu très rapidement qu'une grande partie, pour ne pas dire la majorité des produits de notre collection, ne pouvaient plus être tissés sur les nouvelles machines. Donc, d'instinct de conservation, sinon on disparaissait ou on n'était plus nous-mêmes, nous avons commencé par réparer tout un tas d'anciennes machines venant d'ateliers de passementiers indépendants, et nous les avons intégrées. Puis, faisant ça, on a développé toute une équipe de mécaniques compétentes pour réparer ces machines. On les a installées dans nos ateliers, mais il n'y en avait pas deux pareils. Certes, on pouvait continuer à faire les mêmes produits qu'avant, mais ça devenait compliqué d'entretenir tout ce parc machine. Malgré tout, on a réussi à le faire avec un certain nombre de machines qui dignes d'intérêt vraiment et qui ont même éventuellement une valeur historique, puisque nous, aujourd'hui, dans notre atelier, nous avons des métiers à tisser qui datent de 1850 et qui tissent vraiment, qui tournent en production très régulièrement, pour ne pas dire quelquefois même en 3/8. Donc on a, pour arriver à cela, il a fallu tout au long des années 70 jusqu'à 2000 développer le savoir-faire à la fois des fabricants de machines, parce qu'il fallait reproduire des pièces. Il a fallu aller plus loin, même dans la conception de machines nouvelles, mais qui utilisent cette même technique ancienne.
Et ça nous a permis, donc on a développé nos propres machines, on les a fabriquées aussi. Donc nous avons aujourd'hui dans l'atelier conservé la low-tech ancienne. On l'a, je dirais, enrichie avec des machines de notre fabrication plus modernes, mais qui fabriquent exactement les mêmes produits. Et puis, bien sûr, on a aussi quelques machines modernes pour des produits qui ne justifient pas d'utiliser des machines anciennes quand la différence n'est pas notable. Donc, c'est vraiment ça, notre ADN, c'est d'avoir, par instinct, voulu conserver ces machines. Et je dois dire que c'est évidemment pas très évident, surtout dans une période où les 50 dernières années, vous avez une désindustrialisation forcenée. Donc tout un tas d'intervenants et de partenaires qui disparaissent autour de vous. Il a fallu intégrer tous ces savoir-faire et former les gens pour pouvoir maintenir ces savoir-faire. Mais aujourd'hui, paradoxalement, c'est peut-être la note d'optimisme qu'on peut avoir quand on voit tout ce monde, et notamment des jeunes dans l'industrie textile, après en avoir vu partir pendant longtemps, c'est que je pense que c'est grâce à ça que, en tout cas dans notre exemple, on arrive à attirer des clients qui, sinon, seraient partis ailleurs, parce qu'on arrive à faire des choses que les autres ne savent pas faire, si vous voulez. C'est en ayant vraiment conservé la low-tech qu'on arrive aujourd'hui à attirer des clients. Nos clients sont dans le luxe, mais parce qu'ils arrivent à se différencier sur des produits que sinon n'importe quel Chinois fera. Donc voilà, c'est tout simple. D'accord. Donc encore pas mal d'avantages. Contre les Chinois, hein, mais... Encore pas mal d'avantages. Oui, David ? Je voudrais compléter par un exemple clé, si tu me le permets, ou si c'est le moment, parce que je pense que je suis passé un peu vite avec mon jargon sur la rotora, l'autoclave plein bain, etc. Mais je voudrais vous donner quelques chiffres qui vont vous parler. Aujourd'hui, et je vais prendre un exemple très concret qu'on a réalisé. Une machine neuve, une rotora, va coûter 250 000 €. C'est beaucoup d'argent et elle va vous permettre de diviser par 2 votre consommation d'eau par rapport à une autoclave plein bain, concurrente ou ancienne type Durand. L'option du client, c'est de dire soit je vais acheter une machine neuve à 250 000 € et elle va me faire le job, soit je vais demander à Alliance de me rétrofiter ma Durand pour m'en faire une rotora. Dans ce cas-là, ça va lui coûter 100 000 €. Il aura une indisponibilité de machine pendant environ 1 mois et demi. C'est le temps qu'il nous faut pour aller chercher la machine, la ramener chez nous, la modifier et le remettre en place. Donc un délai de perte de production, d'indisponibilité relativement court. Cette machine, il va retrouver le gain environnemental qui est recherché au départ, en particulier s'il est en pression hydrique, avec des limites de capacité de production parce qu'il consomme trop d'eau. Et troisièmement, j'ai beaucoup parlé de low-tech, mais je vais quand même un peu parler de high-tech. On va profiter au moment du rétrofit électrique de la machine, de la doter des nouvelles technologies d'automatisme pour qu'il en ait une machine connectée, qui va broadcaster ses données d'usage dans le cloud, qui va lui permettre de suivre son parc machine de façon un peu différente par rapport à ses pratiques anciennes. Et donc finalement, il va avoir exactement la même chose qu'une machine neuve, mais pour un coût de 100 000 € au lieu d'avoir dépensé 250 000 €. Alors vous me direz, mais quel est l'intérêt pour Alliance Machine Textile? C'est qu'en tant que constructeur, on achète tous nos composants à des sous-traitants locaux, nationaux, européens ou étrangers, hors Europe. Et donc c'est beaucoup d'argent finalement que je redépense aussitôt pour acheter les pièces et les composants. La cuve est un des composants le plus cher de la machine. En l'occurrence, je réutilise la cuve de mon client. Et donc finalement, une grosse partie de la moins-value vient du fait que je vais réutiliser cette cuve, éventuellement je vais la modifier, éventuellement je vais la plaquer avec une technique qu'on a développée, ce qui va permettre de faire le job à un coût beaucoup plus faible pour lui et une meilleure rentabilité pour nous. Merci, merci David pour ces compléments. Moi, en vous écoutant tous les trois, je vois quand même beaucoup d'avantages aux démarches que vous avez entreprises, qu'elles aient été plus ou moins subies ou choisies dans vos démarches. Aujourd'hui, alors question peut-être piège, pourquoi vous pensez que ce genre d'initiative, de travailler un petit peu sur du rétrofit bibliothèque, se développe pas plus? Ou est-ce que, selon vous, ça se développe déjà suffisamment? Moi, en tant que constructeur de machines de teinture, on a beaucoup de concurrents allemands, italiens, et après des concurrents lointains qui sont quand même nettement moins présents sur nos marchés, des Turcs, des Grecs, des Chinois et d'autres. Ils font pas de rétrofit, eux.
ils ont le parti pris, si la machine ne marche plus, on la change. Alors ils ont développé des techniques et des savoir-faire et ils travaillent dans un environnement, en particulier en Turquie, à rapport main-d'œuvre beaucoup moins cher, avec du sourcing local beaucoup moins cher que ce que nous on peut faire et de ce que l'on veut faire parce qu'on est sur du qualitatif. Et donc eux ils sont dans une logique du jetable. Finalement, une machine chinoise aujourd'hui ça dure 7 ans et elle coûte 2 à 3 fois moins cher que la mienne. Donc finalement, certains vont trouver une logique à acheter 3 fois la même machine chinoise et tout la changer tous les 7 ans et au bout de 20 ans, ils n'auront plus rien. Moi, avec une alliance, au bout de 20 ans, ils auront toujours la même machine et je suis capable de la faire durer 20 ans de plus. Donc c'est vraiment des logiques qui sont différentes. Qui a raison, je ne sais pas. Ils sont beaucoup plus gros que moi. Pour nous, je pense que c'était vraiment une question de savoir-faire. Avoir la compétence en interne de réadapter une machine, avoir des techniciens qui sont capables de travailler dessus et de la réadapter à nos besoins. Je ne sais pas si toutes les industries ont ces savoir-faire-là qui sont précieux et qui sont en voie de disparition. On a par exemple, donc j'ai donné l'exemple d'une machine de coupe, mais bien sûr, ce n'est pas le seul rétrofit qu'on a en industrie. On en a pas mal sur les machines à coudre, où justement on a tout un espace de stockage où on garde les vieilles machines à coudre et où on vient reprendre par pièces détachées. Quand il y a une machine à coudre en fonctionnement, on vient repiocher dessus. Et là, on a un mécanicien qui est en fait spécialisé dans la réparation et l'entretien, la maintenance des machines à coudre. C'est pas un métier aujourd'hui, c'est pas une formation qu'on trouve sur le marché. Donc c'est aussi avoir à disposition ces compétences qui nous permettent de garder des savoir-faire et en même temps de garder nos machines. Et en plus, c'est important de garder ce qu'on a déjà, de capitaliser dessus, parce qu'aujourd'hui, les déchets, c'est aussi une autre problématique. Se défaire d'une machine, c'est aussi problématique. Ça coûte excessivement cher. Donc voilà, c'est aussi des choses qui sont à prendre en compte dans le cycle de vie de la machine. Oui, moi j'abonde tout à fait dans ce même sens, parce que ce qu'a dit Amélie sur le savoir-faire, c'est très vrai. Si vous n'avez plus le savoir-faire, effectivement, vous achetez une nouvelle machine automatisée, et puis voilà. Donc le cœur, c'est vraiment d'arriver à maintenir le savoir-faire humain d'utilisation de ces machines. Si vous achetez aujourd'hui un métier à tisser ruban moderne, une seule personne va pouvoir en conduire 20, 30, sans aucune surveillance, mais elle ne sait aussi rien faire, cette personne, pour ainsi dire. Elle va savoir changer un fil de temps en temps. Si vous la mettez, la même personne, devant nos machines à nous, qui peuvent faire beaucoup plus de choses que les métiers modernes, elle ne va rien savoir faire, en fait. Donc, déjà, la première chose pour pouvoir continuer à utiliser ces anciennes techniques, c'est de conserver le savoir-faire. Et ce n'est pas de la tarte, pour parler un peu communément. Parce qu'évidemment, il n'y a plus de formation, il y a beaucoup moins de gens à tirer, il faut arriver à montrer qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans ce métier. Et quand on y arrive, on trouve des gens. On trouve des gens. Mais c'est quand même, à mon avis, une des clés, le savoir-faire. Après, il y a le comportement des machines, des gens qui fabriquent des machines. C'est très vrai aussi, ce que vous disiez. Et la plupart vont vouloir vous vendre une machine neuve. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé quand il y a eu cette rupture technologique, nous, dans les métiers à tisser pour les rubans. C'est-à-dire que les mêmes personnes qui fabriquaient des métiers anciennes techniques et qui sont passés aux nouvelles techniques ont arrêté complètement l'ancienne technique, mais complètement. Donc peu importe qu'il y en ait quelques-uns qui leur demandaient est-ce que je pourrais encore avoir une vieille machine. Ah non, on n'en fait plus. Et même 30 ans après. Sauf que maintenant on s'aperçoit que ces vieux métiers techniques à navette permettent de faire des prothèses d'aorte, permettent de faire des étiquettes RFID, permettent de faire des choses un petit peu compliquées et que les métiers modernes finalement ne savent pas bien faire. Voilà. Donc d'où l'intérêt de conserver des low-tech et de faire du rétrofit aussi. Pour votre information, j'ai un client mexicain qui me demande de lui fabriquer une barque étoile de type Béné, conception 1960, pour renouveler son parc machine. Donc ça sera une machine d'alliance que nous on va appeler machine spéciale parce que même si on a les plans, elle n'est plus au catalogue, mais on va la lui faire. Oui, bravo. Donc, je pense que les messages sont clairs. En fait, cette problématique de savoir-faire, de compétences pour pouvoir maintenir ces vieilles ou low-tech, et les problématiques des modèles économiques
des fabricants concurrents essentiellement. Et là, pour terminer, avant de laisser la parole aux questions, la question low-tech, high-tech, pour vous, où se situerait le curseur? C'est une question volontairement un peu piège, mais comment vous... Voilà. Ce que vous disiez en présentation, à mon avis, est vrai, c'est je dirais avant tout la réparabilité. Alors bien sûr, il y a une question de consommation d'énergie, peut-être d'être plus sobre, hein, mais quand vous ne pouvez pas réparer votre machine vous-même, en interne, je veux dire, c'est quand même un vrai problème. Or, sur les machines modernes, vous avez énormément d'éléments, de composants électroniques ou intégrés encore plus complexes. Si vous n'achetez pas la pièce entière, vous ne pouvez pas réparer votre machine. Bon, ça, c'est un petit peu... moi, ça me gêne, voilà. Moi, j'ai un exemple hyper intéressant qui répond complètement à la question. À Milan, on a vendu 2 machines qu'on a lancées à Milan, la Jetta UF, ultra flexible. J'ai eu 2 commandes. Un me l'a demandé full 4.0, donc automatisé, connecté au cloud, blablabla, pouf, qui dit papa, maman. Et l'autre me l'a commandé avec des boutons poussoirs, des potentiomètres, un petit afficheur pour la température. Et on fait les 2. Voilà. Donc ça dépend du besoin, au final. Moi, je pense que dans l'industrie textile, on parle beaucoup d'éco-conception et de durabilité. C'est des termes qu'il faut aussi appliquer à la globalité des processus de production et pas seulement aux vêtements en lui-même. Et pour ce qui concerne, donc vous l'avez un peu évoqué au travers de vos différentes interventions, quand on est très spécialisé sur une machine et que du coup on a un savoir-faire qui est très particulier, qu'on ne peut pas intégrer à l'entreprise, forcément l'intervention coûte excessivement cher. Et s'il y a plusieurs pannes la même année sur la même machine, forcément ça va tout de suite demander un budget. Donc avoir quelqu'un en interne qui a la possibilité et les compétences d'intervenir sur plusieurs typologies de machines, et pas une en particulier, c'est ça aussi qui fait la richesse du coup d'un groupe qui ne repose pas uniquement que sur des produits, mais sur des humains. Très bien. Merci, merci pour ces contributions et ces éléments sur le low-tech, high-tech qui montrent effectivement l'intérêt de réfléchir un peu différemment par rapport à nos besoins et aux attendus, que ce soit par rapport à la RSE, préservation des savoir-faire ou des questions économiques, tout en négligeant pas évidemment les avantages que peut apporter dans certains cas la high-tech. Par contre, si je peux juste ajouter un tout petit truc, c'est Bien que sûr. Si en effet le développement technologique peut aller par exemple sur les machines de tricotage 3D, je vois qui évite justement la perte de matière, je trouve que c'est intéressant. Donc évidemment il n'y a pas d'opposition à faire low-tech et high-tech, mais c'est vrai que voilà, je pense que comme on dit, faut, comme pour un vêtement, quand on éco-conçoit, il faut penser dès le départ la machine pour son objectif final et pas la dédier à un seul type de produit ou avoir une possibilité de réparation, avoir un indice de réparabilité. On a aussi du coup sur les vêtements, qu'on pourrait avoir aussi sur les machines. Donc voilà. l'idée c'est de lancer un indice de réparabilité sur les machines. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens il y a des gens du gouvernement qui entendent au niveau des règlements. Je sais qu'il y en a aujourd'hui, mais je ne sais pas. Merci en tout cas pour ces contributions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'ai vu tout à l'heure, il me semble avoir vu une main se lever. C'est juste quelqu'un qui se levait en fait. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que cela vous paraît assez clair? Sinon, de toute façon, les intervenants sont encore là. Oui, alors. Bonjour. On parle beaucoup de recyclabilité en ce moment, et là vous parliez à l'instant de parcs machines qui pouvaient potentiellement être abandonnés parce qu'ils étaient trop techniques ou difficiles à utiliser. Comment on pense l'après-vie des machines et qu'est-ce qui se passe si on a tout un parc de machines récentes qui sont plus utilisées? Est-ce qu'elles partent à la poubelle? Qu'est-ce qu'on en fait? En tant que constructeur de machines, je peux vous garantir qu'un parc machine récent qui est plus utilisé, il va être valorisé soit par une vente aux enchères, soit par un deal qui fait que ça va trouver une deuxième vie. Hein. Il y a pratiquement, en tout cas dans la teinture, il n'y a aucune machine qui part à la poubelle. À minima, elle va être désossée et être valorisée pour l'inox. Ça, c'est une certitude. Donc, il va y avoir une benne acier, une benne inox pour les moteurs et les différents composants. Et tout l'inox va être entièrement recyclé. En général, les machines textiles ont souvent des deuxièmes, voire des troisièmes vies, ici ou ailleurs. Oui, c'est aussi le cas dans les métiers à tisser. Il
Je dirais que c'est plus des circuits classiques de seconde main. Le premier client est plus riche que le deuxième. Voilà. Et puis après, la machine, elle arrive en fin de vie, mais on peut être étonné de la durabilité de certaines de ces machines, finalement. Il est courant de voir des métiers à tisser, même parmi les plus... la nouvelle technologie qui est donc apparue dans les années 70, il est courant de voir encore des machines des années 70 tourner en production. La plus vieille Durand en circulation que j'ai vue, elle a 57 ans. Après, on n'est peut-être pas... le groupe Éminence date de 1944, donc on a eu le temps aussi d'acheter des machines et d'amortir. On n'est pas... quand d'ailleurs Annick nous a démarché pour faire cette intervention, je lui ai dit on n'a pas de high-tech. Voilà, on n'est pas très high-tech. Et justement, on venait de récupérer cette Bierébie de 1995. Donc elle m'a dit c'est super, il y a une table ronde sur le rétrofit, c'est l'idéal. Mais oui, non, nous, on est vraiment plus low-tech, récupération, durabilité, et on utilise tout ce qu'on peut utiliser. Voilà, pour s'assurer soit de la durabilité des machines et puis de leur usage maximal, puisque ensuite les déchets coûtent aussi cher. Bonjour, merci, c'était très intéressant. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour trouver les personnes qui étaient capables de remettre en service ces machines, d'être capables de les réparer, parce que on sait que donc avec la délocalisation, il y a quand même certains savoir-faire qui se sont perdus et des gens qui sont partis à la retraite qui n'ont pas été remplacés. Où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là? Comment ça se passe? Bon, dans mon cas... oui, bien sûr, on a eu des difficultés, mais le fil ne s'est jamais rompu. On n'a pas été, comme dans le cas d'un de nos confrères, Pierre Schmitt, qui a relancé complètement la filature de lin en allant acheter une... Et puis, c'est pas une petite machine, hein, c'est une machine qui tient dans un bâtiment grand comme ça. Il est allé la ramener de Hongrie, je crois. Il a fallu qu'il fasse appel à des gens qui étaient partis à la retraite il y a pas mal de temps. Nous, dans notre cas, il y a toujours eu une continuité. Mais malgré tout, même la continuité, c'est pas du tout simple. Hein, parce que ça veut dire que vous avez des gens qui avaient peut-être 40, 50 ans quand leur formation n'existait plus. Et puis les années passent, ils arrivent à 60, 65 ans, et il faut qu'ils aient formé un successeur, mais en interne. Et c'est ce savoir-faire qui devient difficile à transmettre. Donc effectivement, ça n'est pas simple, mais bon, finalement, on peut y arriver. Tout est affaire de volonté quand même. En ce qui nous concerne, on a eu un cas au mois de juin, c'était juste avant de partir à Milan pour le Salon mondial des constructeurs de machines textiles. Un client nous appelle en urgence, ma machine est en panne, elle a été, j'ai pas le droit de l'utiliser parce qu'elle fuit, c'est un équipement sous pression, donc j'ai plus le droit de m'en servir, la PAV l'avait consigné. Et donc on est intervenu pour démonter la porte, pour réparer la porte là où il y avait la fissure. Donc c'est une réparation notable qui nécessite de refaire venir l'organisme notifié pour refaire l'épreuve, pour autoriser la remise en service de la machine. Et pour gagner du temps, parce qu'on a démonté dans la nuit du vendredi au samedi, on y avait passé la journée du samedi pour accéder à une pièce qui était à l'origine de la fissure. Et j'ai fait venir un de mes retraités qui habite juste à côté de l'usine et qui nous a dit non mais les gars, le plan, il y a une erreur sur le plan. Donc on avait le calque sur le bureau. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Et mon équipe est allée chercher ce qu'il fallait. Ils ont fait ce qu'il fallait. Et très rapidement, on a finalement réussi à réparer, à recharger en inox la fissure pour faire le ressuage. Et le mardi, je crois, la pompe était remontée. Et la PAV, qui était l'organisme notifié de notre client, nous a dit j'ai jamais vu une intervention aussi rapide et un dossier de modification notable aussi bien ficelé en aussi peu de temps. Donc on était très fiers et notre client nous a bien payé pour cela. Moi, je voulais juste faire une petite remarque sur l'histoire en fait de nos machines. C'est vrai que on les a un peu abandonnées, mais on les a aussi parfois cassées pour ne pas qu'elles aillent à l'étranger. Il y a moins de 20 ans, on les cassait ces machines. Aujourd'hui, elles valent de l'or en fait. Hein. C'est notre patrimoine industriel. Monsieur Faure l'a bien dit, elles nous permettent d'innover. C'est notre avenir. On essaie de les préserver. Mais voilà, l'histoire va vite. On les cassait à peine
il y a 20 ans. Donc c'était cette remarque que je voulais soulever quoi, pour préserver ces savoir-faire déjà à l'époque. Cet épisode vous a été proposé par Fashion Green Hub, association professionnelle qui rassemble et accompagne les entreprises françaises de l'industrie mode, textile, sport et luxe dans leur transformation post-carbone. Pour être au courant de notre actualité, consultez notre site internet fashiongreenhub.org et suivez-nous sur nos réseaux sociaux disponibles en description. Merci de votre écoute, à bientôt!